n'arrête pas d'incriminer la motivation des sujets en surpoids obésité, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la motivation, ça a à voir avec les dérèglements hormonaux et notamment le GLP-1. Par exemple, tu vas manger une pizza avec un ami à toi qui est obèse. Toi, quand tu vas manger la pizza, tu as donc une charge de glucides importante, mais ton GLP-1, il répond bien. Tu sécrètes la dose de GLP-1, tu manges ta pizza, tu laisses peut-être une part et tu passes à autre chose. Lui, il sécrète pas autant de GLP-1. La sécrétion de GLP-1 suite à la consommation de glucides d'un sujet obèse, elle est drastiquement diminuée. L'Ozempic, Wegovy, Mounjaro, quoi exactement ces médicaments par rapport à ce que le corps fait naturellement? Avec les analogues GLP-1, comme on est sur des doses en milligrammes, c'est-à-dire qu'on en a tout le temps, on n'est pas censé en avoir tout le temps, on est censé en avoir une incrétine juste après une prise alimentaire et puis après il ne doit plus y en avoir. Les effets physiologiques du GLP-1, ils deviennent des effets indésirables quand on est sur des dosages aussi élevés. Bienvenue dans le podcast Simp Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Pour ceux qui débarquent, donc je suis ici avec le docteur Anne-Lucas, donc tu es docteur en pharmacie à la base. Donc en effet, l'aspect pharmacologique va être très intéressant et formé à la micronutrition depuis de nombreuses années. On a parlé de ton parcours dans l'épisode, donc ceux qui ne l'ont pas vu, qui veulent en savoir plus d'ailleurs sur l'insuline, vous pouvez... je ne sais pas où apparaîtra la vidéo, mais vous pouvez aller voir l'ancienne vidéo. Et ici, je propose qu'on saute directement dans le sujet. Donc, pour ceux qui nous écoutent, l'idée, ça va être de creuser un petit peu ce qu'est la GLP-1, pourquoi ces analogues, qu'est-ce qu'ils font et quel devrait être leur impact sur notre corps ou pourquoi est-ce qu'on en a besoin aussi aujourd'hui, parce que c'est nouveau. Pourquoi ce besoin aujourd'hui? Je crois que ça va être un point aussi à creuser. Mais je pense que au tout début, donc la GLP-1, donc aujourd'hui c'est un médicament, mais à la base, qu'est-ce que c'est la GLP-1? Alors le GLP-1, le glucagon-like peptide 1. Ok. Alors déjà le nom prête un peu à confusion parce que glucagon-like peptide 1, on aurait tendance à penser que c'est une molécule qui a une action similaire à celle du glucagon puisqu'on dit glucagon-like. Mais en fait pas du tout. Okay. Ça s'appelle glucagon-like peptide 1. Parce que la structure est, dirons-nous, similaire, mais c'est pas exactement ça le terme, c'est que en fait, la même molécule va être découpée différemment pour donner soit le glucagon like peptide 1, soit le GLP-1 du coup. Donc ça vient du proglucagon, ces deux molécules viennent du proglucagon, mais en aucun cas le GLP-1 et le glucagon ont la même action. Donc ça c'est un peu trompeur. Il y a beaucoup de gens qui disent mais le glucagon like peptide 1, donc ça agit comme le glucagon. Non, pas du tout. Le glucagon, pour rappel, c'est donc quoi? Le glucagon, lui, il a un effet antagoniste à l'insuline. C'est ce qui va permettre de remonter la glycémie, donc d'activer notamment la neoglucogénèse ou d'activer le déstockage du glucose dans le foie pour réguler la glycémie à la hausse. Okay, donc c'est ce qui va permettre de faire remonter la glycémie. Il est produit par les cellules alpha au niveau du pancréas, alors que l'insuline est produite au niveau des cellules bêta. Donc voilà, première petite chose, c'est pas parce que ça s'appelle glucagon-like peptide 1 que ça a la même action que le glucagon. On verra peut-être un peu plus tard que c'est même tout à fait l'inverse. Et donc effectivement, le GLP-1, parce que si on regarde un petit peu l'histoire, on remonte l'histoire de Big Pharma et de toutes ces molécules qu'on a essayé de sortir pour lutter contre le surpoids et l'obésité, beaucoup de molécules étaient complètement étrangères à notre organisme. C'était des molécules chimiques, voilà, des inventions. Le GLP-1, les analogues GLP-1, c'est pas le cas, puisque le GLP-1, on en sécrète. Et effectivement, on en sécrète au niveau de l'intestin. D'où le sujet qui t'intéresse, parce que toi, ta spécialité, c'est l'intestin. Donc oui, le GLP-1, c'est une hormone incrétine, qui veut dire qui est sécrétée par l'intestin en réponse à une prise alimentaire. OK ? Et où ça dans l'intestin? Au niveau des cellules L. Voilà ce que je peux déjà te dire. Je ne sais pas si tu as d'autres questions pour qu'on avance un peu. Non, donc c'est vraiment produit au niveau de l'intestin, dans notre corps. C'est quelque chose qu'on produit déjà avant même d'être un médicament. Tu peux réexpliquer, tu parles d'incrétine, c'est quoi exactement Les incrétines, ce sont des hormones qui sont produites au niveau de l'intestin en réponse à une prise alimentaire en fonction de la composition du bol alimentaire. On va venir produire les hormones incrétines. Et là aussi, il y a une misconception, une incompréhension sur qu'est-ce que c'est que les hormones incrétines, parce qu'en fait, les hormones incrétines, elles ont vu le jour lorsqu'on s'est rendu compte que on n'avait pas le même impact sur la glycémie et l'insulinémie lorsqu'on prenait du glucose par voie orale ou lorsqu'on injectait du glucose et qu'on se rendait compte qu'on avait un meilleur contrôle de la glycémie lorsqu'on prenait du glucose par voie orale, et ce,
Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'action de ces incrétines. Et les incrétines, normalement, elles stimulent la sécrétion d'insuline. Okay ? Donc, ça veut dire que le GLP-1, normalement, où il y a le GIP aussi, stimule la sécrétion d'insuline. C'est-à-dire quand je vais prendre une dose orale de glucose, je vais avoir un meilleur contrôle de la glycémie parce que cette incrétine va pusher l'insuline pour aider la glycémie à redescendre. Et c'est de là que beaucoup ont dit « mais je ne comprends pas, comment est-ce que le GLP-1 est une hormone qui stimule l'insuline, pourrait nous aider à perdre du poids ?» Ce que j'avais demandé, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas une dose de glucose pour perdre du poids voilà, et surtout qu'on n'arrête pas de dire aujourd'hui, le changement de paradigme, c'est que pour perdre du poids, il faut baisser l'insuline. Pour perdre du poids, il faut lutter contre l'insulinorésistance, lutter contre l'hyperinsulinisme chronique. L'insuline est l'hormone du stockage, de la lipogenèse, inhibe la lipolyse. Alors, comment est-ce que une hormone qui stimule l'insuline pourrait nous aider à perdre du poids ? Ça paraît être un non-sens. Et c'est là qu'il y a beaucoup de travaux qui ont montré que le GLP-1 a son action, non pas parce qu'elle stimule l'insuline, mais parce qu'elle va faire en sorte que toutes les conditions sont faites pour que la glycémie ne monte pas trop et donc on n'a pas besoin de sécréter beaucoup d'insuline. Donc ça, c'est vraiment une incompréhension et si vous regardez un petit peu les différents contenus que vous allez trouver sur YouTube notamment et dans différents podcasts sur quelles sont les mécanisations du GLP-1, vous allez souvent entendre « stimule la sécrétion d'insuline ». Ce n'est pas vrai. Dans le modèle animal, c'est vrai, mais chez l'homme, dans des conditions physiologiques, ce n'est pas vrai. Dans des conditions physiologiques, c'est pas vrai. Ça va moduler la sécrétion d'insuline et faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de sécréter beaucoup d'insuline. Parce que si c'était le cas, si le GLP-1 permettait d'augmenter la sécrétion d'insuline, ça nourrirait l'hyperinsulinisme chronique. Et donc, on irait complètement à l'encontre des modèles qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel je souhaite insister. Le GLP-1 et les analogues GLP-1 n'ont pas leur efficacité sur la perte de poids par une stimulation de la sécrétion d'insuline. Ça, c'est un point qui est important. Ok. Ça, je crois qu'en effet, c'est très important essentiel. À comprendre, parce que sinon, ça pouvait amener des questions. C'est essentiel de bien comprendre cet élément. Ouais. Et du coup, le corps donc, en produit, cette GLP-1, ça en produit quand, pendant combien de temps Est-ce que c'est du coup au moment où on mange Est-ce que c'est à n'importe quel moment de la journée alors effectivement, les incrétines, les hormones incrétines sont produites suite à une prise alimentaire. Donc, c'est pas à n'importe quel moment de la journée. Au contraire, c'est très calibré par rapport à la prise alimentaire. J'ai une prise alimentaire et cette prise alimentaire va déclencher, en fonction du contenu, va déclencher une sécrétion de GLP-1. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on sécrète donc du GLP-1 de manière tout à fait physiologique, mais à des doses picomolaires. Donc, à des toutes petites quantités, juste après les repas, je veux avoir une sécrétion de GLP-1, encore une fois, en réponse au contenu du bol alimentaire. On pourrait y revenir, mais les macronutriments ne stimulent pas le GLP-1 de la même manière. Ça, c'est une notion qui est essentielle. Et d'autre part, non seulement c'est sécrété à des doses picomolaires, mais en plus, la demi-vie du GLP-1 est très courte. C'est 1 à 2 minutes. C'est-à-dire que le GLP-1, une fois qu'il est sécrété par les cellules L, il va être dégradé par une enzyme qu'on connaît très bien, qui s'appelle la DPP4, la dipeptidylpépidase 4, qui va la dégrader et la rendre donc inactive. Donc physiologiquement, nous en médecine fonctionnelle, on aime bien replacer quand même chaque individu dans un environnement physiologique. Un individu sain, donc toi, tu vas consommer un repas. Si ce repas contient notamment des carbs, des glucides, des protéines et des lipides, la plupart du temps, la majorité des gens ont une assiette qui contient les 3 catégories de macronutriments. En réponse à cette prise alimentaire, tes cellules L de ton intestin vont produire des doses picomolaires de GLP-1 qui va être dégradé dans les 1 à 2 minutes qui suivent, mais ça lui laisse le temps de jouer son rôle physiologique. 1 à 2 minutes, c'est super très court. C'est une demi-vie qui est très courte. C'est là que Big Pharma, bien entendu, a décidé de créer des analogues GLP-1 qui, eux, ont des séquences modifiées qui résistent à la DPP4. C'est pour cela qu'au tout début, il y a, je ne sais pas, ça fait 15 ans au moins, quand on a eu les tout premiers analogues GLP-1, on faisait des injections bi-quotidiennes. Aujourd'hui, on a des injections hebdomadaires. Ouais, c'est ça, avec des 7 jours aujourd'hui. Des demi-vies qui sont rallongées à l'extrême. Ça, là, on est vraiment, on parle de la physiologie picomolaire demi-vie 1 à 2 minutes, à l'extrême pharmacologie plusieurs dizaines de milligrammes parfois, et une demi-vie de 7 jours. Et ça change quoi, ça, physiologiquement ? C'est énorme, c'est énorme. Alors déjà, si on parle de la physiologie, on revient à toi, tu manges ton repas avec tous tes macronutriments,
tu sécrètes ton analogue GLP-1. Donc, toi, tu es lean, donc tu n'as pas de problème d'excès de masse grasse, tu n'es pas en surpoids, pas en obésité. Donc, quand tu vas manger des glucides, tu vas sécréter ton GLP-1. Et le GLP-1, il a plusieurs mécanismes d'action parce qu'on a des récepteurs au GLP-1 un peu partout, en fait. Et notamment, on a une action qui va être donc de mieux gérer ta glycémie. Grâce à cette action de modulation de la sécrétion d'insuline, on va avoir une action au niveau de l'estomac. On parle de ralentissement de la vidange gastrique. Ce qui veut dire que ça va la ralentir, mais comme on est sur des doses physiologiques, c'est un ralentissement tout à fait physiologique qui ne va pas t'entraîner de gastroparésie, de nausées, de reflux, de vomissements. Ça va être tout à fait physiologique. Tu vas manger, tu vas sentir que ton estomac est rempli et puis surtout, ça va t'apporter, là dans le cerveau aussi, on va avoir des récepteurs et donc une action au niveau central sur la satiété. Donc, tu vas te sentir rassasié et donc, tu vas être capable de finir ton assiette. Peut-être tu vas même laisser quelques bouchées dans ton assiette et puis tu n'auras plus faim. Et tu vas passer à autre chose. Ça, c'est chez un individu sain. Et on s'est rendu compte, il y a des travaux qui ont été faits, très bien faits là-dessus, en comparant un individu sain, donc toi, et un sujet obèse. Même prise alimentaire, notamment sur la consommation de glucides, et c'est là qu'on voit, mais quand on comprend tout ça, on se dit, mais on n'arrête pas d'incriminer la motivation des sujets en surpoids-obésité, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la motivation, ça a à voir avec les dérèglements hormonaux, et notamment le GLP-1. Parce que, par exemple, pour la même assiette de pâtes ou une pizza, tu vas manger une pizza avec un ami à toi qui est obèse. Toi, quand tu vas manger la pizza, tu as donc une charge de glucides importante, mais ton GLP-1, il répond bien. Tu sécrètes la dose de GLP-1, tu manges ta pizza, tu laisses peut-être une part et tu passes à autre chose. Lui, il ne sécrète pas autant de GLP-1. La sécrétion de GLP-1 suite à la consommation de glucides d'un sujet obèse, elle est drastiquement diminuée. Ce qui fait que lui, peut-être qu'il viendra finir sa pizza et finir la part que toi, tu n'as pas mangé et il aura encore faim. Donc, c'est pas de la motivation en jeu, là. C'est vraiment un déséquilibre hormonal. Un signal chimique qui n'est pas envoyé. Exactement. On va revenir un petit peu à ce que ça fait, pourquoi est-ce qu'ils nous font perdre du poids, et on va creuser là-dessus, la différence peut-être au niveau des assiettes. Mais avant, donc là, on a parlé un petit peu de la GLP-1, du GLP-1 naturel. Maintenant, on a plusieurs marques, l'Ozempic, Wegovy, Mounjaro. C'est quoi exactement ces médicaments par rapport à ce que le corps fait naturellement? On a déjà parlé de la différence de demi-vie, mais déjà, c'est quoi un analogue? Pourquoi on dit un analogue du GLP-1? Analogue des récepteurs GLP-1, si on devait dire le nom complet. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique a été capable de créer des peptides. Donc, les peptides, c'est une petite protéine, en fait. Je pense que c'est la grande tendance des peptides. Peut-être on refera une vidéo sur les peptides. On refera peut-être. Mais il faut savoir que je prends des peptides. Le GLP-1, c'est un peptide. L'insuline, c'est un peptide. En fait, toutes les protéines sont des peptides. Donc, l'industrie a été capable, donc, à partir donc, du GLP-1 endogène, de fabriquer, de synthétiser des peptides analogues au GLP-1, c'est-à-dire qu'ils vont aller se fixer sur les mêmes récepteurs que le GLP-1 et produire les mêmes effets. Et pourquoi ils n'envoient pas directement le GLP-1? Parce que il ne faut pas une demi-vie aussi courte. Okay. Leur objectif, c'était de créer des analogues qui soient résistants à la DPP4. Donc, la structure n'est pas la même, ce qui fait que la DPP4 ne peut pas venir dégrader le peptide. C'est ça l'intérêt de faire un analogue. C'était l'objectif. Et c'est pour ça qu'on a vu évoluer. Au tout début, on avait le Byetta, l'exénatide, je crois. La DCI, j'ai un doute, il faudra vérifier, je crois que c'est l'exénatide. Byetta, en tout cas, c'était 2 injections par jour. Là, aujourd'hui, donc là, on était peut-être plus sur en tout cas, une forme qui ressemble plus au GLP-1 naturel. C'était pour le diabétique de type 2, uniquement. C'était pas pour le surpoids et l'obésité. Aujourd'hui, on a été capable l'industrie pharmaceutique a été capable de créer des molécules qui ont des demi-vies hyper longues, une injection par semaine. Ce qui facilite l'observance aussi, c'était ça l'idée. Ouais. Une seule injection par semaine, l'observance est bien meilleure. Et puis avec des doses où on est sur des milligrammes. On est sur des milligrammes. Et dans l'obésité, on est sur on peut aller jusqu'à 10, 15, 25 milligrammes. Il y a une différence du coup entre, sans spécialement citer de nom, même si je les ai cités, mais est-ce qu'il y a des différences entre les différents analogues aujourd'hui? C'est vrai que tu as cité des princeps, des noms de marques, mais si on regarde la molécule la plus connue aujourd'hui, c'est le sémaglutide. Donc ça, c'est un analogue GLP-1 qu'on va avoir dans l'Ozempic et dans le Wegovy. Donc l'Ozempic, c'est l'indication diabète et le Wegovy, c'est l'indication obésité. Et le Mounjaro que tu as cité, c'est un petit peu différent parce que là, on est sur ce qu'on appelle un dual agoniste. On va avoir à l'intérieur à la fois un analogue GLP-1 et un analogue GIP. Et le GIP, c'est un autre type d'incrétine.
Voilà, aujourd'hui, il faut savoir qu'ils sont en train de développer des triagonistes. Toujours plus. Oui, donc il y en a qui vont vraiment plutôt travailler justement, parce que tu disais, c'était l'idée de travailler sur l'insuline. Ouais. Donc super intéressant. Et je crois que c'est pour ça que ça a été amené à la base. C'était plutôt dans le cadre des diabétiques. Après, il y a quand même un gros sujet sur l'obésité. De l'impact sur la satiété, en fait. Hein. Mais encore une fois, une satiété physiologique, elle n'est pas gênante. Elle n'entraîne pas, j'aime beaucoup ce que dit Ben Bikman, le starvation mode. C'est-à-dire que quand tu as un bon système de régulation faim-satiété, tu as faim, tu manges, puis tu t'arrêtes de manger et tout va bien. Avec les analogues GLP-1, comme on est sur des doses en milligrammes et comme on est sur des demi-vies, c'est-à-dire qu'on en a tout le temps, on n'est pas censé en avoir tout le temps, on est censé en avoir une incrétine juste après une prise alimentaire et puis après il ne doit plus y en avoir. Si on est physiologiquement fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on va aller contre nature, mettre des doses fois 1000 avec des demi-vies c'est pas possible, enfin c'est pas physiologique. Donc ce qui fait que les effets physiologiques du GLP-1, ils deviennent des effets indésirables quand on est sur des dosages aussi élevés. C'est-à-dire que là, c'est pas une satiété optimale que tu as, c'est des nausées et des vomissements en permanence. Et c'est souvent ce que rapportent quand même les patients en premiers effets indésirables, c'est cette sensation de nausée et allant jusqu'au vomissement en permanence, parce qu'on a une telle gastroparésie que on a l'impression d'être full tout le temps. Et ça, le problème, c'est que ça va pas nous permettre de retrouver un comportement alimentaire sain, parce que si j'ai des nausées tout le temps, est-ce que je vais pouvoir manger mon quota de protéines par jour ? Compliqué, hein ? Compliqué. Donc ça, c'est un vrai problème aujourd'hui de se dire... On a utilisé les effets physiologiques du GLP-1, c'est-à-dire, donc j'ai dit, diminution de la vidange gastrique, action au niveau central sur la satiété. Mais comme on est venu faire du fois 1000 avec des demi-vies beaucoup plus importantes, on se retrouve avec des effets indésirables qui sont quand même vraiment délétères sur le long terme. Parce qu'en plus, ce genre de stratégie pharmacologique, si derrière, il n'y a pas un véritable travail sur les causes profondes qui expliquent le surpoids et l'obésité, ça veut dire que le patient il va devoir prendre ça à vie. Et donc, avec de tels effets indésirables, aujourd'hui, on voit dans les études, au bout de 2 ans, plus de 70% arrêtent leur traitement. Pourquoi ? Dû aux effets indésirables ? Alors, oui, les retours, c'est dû aux effets indésirables. Aux États-Unis, il semblerait que ça soit aussi dû au problème d'assurance. Donc, le coût de ces traitements qui est élevé. Voilà, donc c'est les 2 raisons principales. Les effets indésirables, les gens en ont marre d'être malades, d'avoir la nausée tout le temps, et le coût du traitement. Et aussi, j'ai eu quelques retours de patients qui se rendent compte qu'au bout de à peu près 2 ans, il y a un phénomène un petit peu d'accoutumance avec le retour notamment de ce qu'on appelle du food noise, des sweet cravings, donc la personne qui avait des compulsions sucrées qui ont complètement disparu très rapidement d'ailleurs, et pendant les 2 premières années, cette obsession pour la nourriture, elle revient progressivement au bout des 2 ans, et puis il y a un phénomène plateau aussi au niveau de la perte de poids, et donc les gens se découragent un peu en se disant finalement je perds plus de poids, je suis tout le temps malade, ça coûte cher, j'arrête. Et le problème c'est que à l'arrêt, les reprises de poids sont important parce qu'on n'a pas réglé le problème. On a juste mis un pansement sur une jambe de bois, on n'a pas réglé le problème. Les effets sont dose dépendants. C'est-à-dire que l'effet que j'obtiens et donc la perte de poids ne sont dus qu'à la prise de l'analogue GLP-1. Donc une fois que je vais l'arrêter, on s'attend bien entendu à un retour du comportement alimentaire initial et donc forcément à une reprise de poids. Ouais, ça va pas changer ma stimulation naturelle. Pas du tout. Et ouais, en fait, c'est assez fou parce que du coup, tu perds beaucoup. Tu sais, on a un pourcentage. Le traitement est très efficace, mais c'est pour ça que c'est séduisant. 15 à 20, voire 25%. Dans les études, j'ai vu entre 15 et 25% de perte de poids. C'est énorme, C'est énorme. C'est aussi bien que la chirurgie bariatrique. Ce sont des résultats incroyables. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une telle folie autour de cette classe, parce que ça marche. Ouais, après, ça fait perdre du poids. Et ça doit peut-être diminuer aussi les chirurgies. Alors, le problème, c'est surtout quand on perd du poids,
Il y a perdre du poids et perdre du poids. Ça, il y a le muscle, évidemment. Voilà, tu vois, on en revient toujours au muscle. Et c'est là que c'est hyper contre-intuitif que de se dire, OK, cette personne a un trouble métabolique, elle a un excès de masse grasse, je vais lui proposer une stratégie qui, certes, va lui faire perdre peut-être 20% de ce qui est énorme, de son poids. Mais dans les 20% du poids, il y a combien de lean mass perdu? Eh ben, on est à près de 40%. C'est énorme. Ça, c'est systématique, je veux dire. Ouais, sous analogue GLP-1, c'est à peu près ce qu'on va retrouver dans les régimes très hypocaloriques aussi, notamment. Donc, c'est-à-dire, si tu perds 10 kilos, ce qui peut être bien, sur ces 10 kilos, tu as 4 kilos qui n'est pas de la masse grasse. C'est énorme. Et quand on dit en plus lean mass, ça comprend le muscle, ça comprend aussi l'os, et bien sûr un peu d'eau. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Donc, c'est-à-dire que voilà, les personnes un peu fragiles, les femmes en périménopause, ménopause, qui se disent, bon, bah, allez, je vais faire ça parce que j'ai envie de perdre du poids rapidement. Comment ça se passe après? Elles sont déjà à risque d'ostéopénie, d'ostéoporose. Elles ont déjà pas beaucoup de masse musculaire. Et c'est hyper contre-intuitif parce que, comme on le disait en introduction, la santé musculaire, c'est un des piliers de la santé métabolique. Comment est-ce que je peux espérer régler un trouble métabolique sur le long terme en venant autant taper dans le muscle? Ouais, parce qu'il y a des chiffres là-dessus, non, sur le pourcentage de ton muscle et la façon dont tu vas perdre du poids. C'est-à-dire quelqu'un qui a plus de pourcentage de masse musculaire par rapport à quelqu'un qui a un pourcentage de masse graisseuse va automatiquement plus consommer et perdre du poids plus facilement, non? Il y a pas alors, il y a la notion de oui, le muscle consomme plus de calories. Moi, je suis pas fan de ces théories-là, mais je pars surtout du principe que au-delà de ces notions de calories, parce qu'encore une fois, tu sais, je n'adhère pas trop à ce modèle, mais non, moi, la réalité, c'est que le muscle, c'est le plus gros capteur de glucose. Donc, plus je vais avoir du muscle, plus je vais être capable de réguler mon glucose et ma glycémie, moins j'aurai besoin de produire d'insuline. Et donc, encore une fois, on en revient à l'insuline. Plus mon insuline est basse, plus je suis capable d'utiliser mes lipides pour produire de l'énergie, plus je suis capable de perdre cet excès de masse grasse. Donc, le muscle, aujourd'hui, préserver son muscle. Je sais qu'il y a il y a cette approche encore, tu as tout à fait raison, on l'entend beaucoup. Augmenter votre masse musculaire, vous allez augmenter votre métabolisme de base, vous allez dépenser plus de calories. En vrai, c'est pas tant. Oui, en vrai, là où c'est plus intéressant, c'est sur la sécrétion d'insuline. Exactement, parce que entre la masse grasse et la masse musculaire, oui, il y a quelques calories en plus, c'est peut-être x2, je crois, pour le muscle, mais c'est pas significatif. Ça fait quoi, 100 calories en plus par jour pour 1 kilo de muscle? C'est rien. C'est rien. Donc vraiment, il faut revoir le muscle plutôt comme un organe endocrine et comme le plus gros capteur de glucose, et c'est ce pourquoi il va nous aider à améliorer notre santé métabolique. Pas tant en nous aidant à brûler plus de calories. Mais après, c'est vrai qu'on pourrait se dire, je perds du poids, je vais avoir plus facile à me remettre au sport. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord que chez le sujet, on parle du sujet obèse, qui a peut-être 20, 30, 40 kilos en plus. C'est sûr que s'il se déleste rapidement déjà des 10, 15 premiers kilos, ça peut être un outil motivationnel pour l'aider à reprendre une activité physique. Le problème, encore une fois, c'est que ces analogues GLP-1 à de telles doses vont empêcher un signal hyper important pour synthétiser du muscle. C'est l'apport nutritionnel et on a besoin de protéines, au moins 1,5 grammes par kilo de poids par jour, 2,5 grammes de leucine par repas. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui est sous analogue GLP-1 aujourd'hui qui est capable de consommer cette quantité de protéines parce qu'encore une fois, ils n'ont pas faim. Oui, donc si tu te remets au sport sur le côté... En fait, c'est le signal mécanique, mais il faut aussi le signal nutritionnel. Comment je construis du muscle si je n'ai pas les acides aminés? Il faut bien que je mange. Il faut que ces deux signaux soient présents. Le signal mécanique, le signal nutritionnel. Et le problème, sous analogue GLP-1, on n'a pas ce signal nutritionnel. C'est ça qu'il faudrait essayer de trouver la voie de la raison. Le juste milieu, peut-être trouver la dose minimale efficace qui permette effectivement de libérer un petit peu l'esprit de cette considération permanente sur la nourriture. Il y a des gens qui sont vraiment en permanence avec ce food noise, à savoir quand est-ce que je vais manger. Donc, trouver cette dose qui permette un peu de calmer le cerveau pour que ça soit plus facile justement de mettre en place ces recommandations alimentaires et d'avoir quand même suffisamment faim. Donc, de ne pas complètement inhiber la faim. Ça n'a pas de sens de faire ça. Mais d'avoir juste faim pour pouvoir manger son steak haché, pour pouvoir manger ses œufs, et là, se retrouver dans un
environnement nutritionnel qui soit pro-santé métabolique. Oui, parce qu'en fait, au final, c'est ça tout l'intérêt de la GLP-1, c'est de ne plus avoir envie de manger. Ouais, c'est un des mécanismes d'action vraiment au niveau central. Hein. Ça a été bien démontré, cette action au niveau central. Pour ça, on s'injecte quelque chose qui est supposé être fait, produit naturellement lorsqu'on mange. Est-ce qu'il y a certains aliments, du coup, qui vont mieux produire cette GLP-1 de manière naturelle? Oui, alors il y a eu aussi des études là-dessus pour mettre en avant un petit peu l'impact de la consommation des différentes classes de macronutriments sur la sécrétion de GLP-1. Donc, si on prend un individu sain, non obèse, la sécrétion de GLP-1 va être plus importante lorsque l'on va consommer des protéines et des lipides. Beaucoup plus importante que lorsque l'on consomme des glucides. Et ça paraît finalement très intuitif parce qu'en fait, si tu manges, fais le test chez toi demain, tu vas faire un case study. Tu manges une assiette de pâtes, tu vois comment est-ce que tu es full sur le reste de la journée, et tu manges une côte de bœuf ou tu manges une omelette avec 6 œufs, et tu verras l'impact. Et ben, un des impacts, c'est via la sécrétion de GLP-1 qui va entraîner une meilleure satiété sur les protéines et les lipides. Chez le sujet, encore une fois, sain. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, le sujet obèse, lui, il a une perturbation dans sa sécrétion de GLP-1. Si on va un peu plus loin, on sait même que dans la catégorie des lipides, en fonction du type d'acide gras, on peut avoir une sécrétion de GLP-1 qui est un peu plus importante si on est sur du saturé, du monoinsaturé, du polyinsaturé. Donc, c'est différent. Donc, il y a des personnes qui, en effet, les personnes en obésité, généralement, vont moins sécréter, même s'ils mangent la même chose que quelqu'un. Exactement. Même s'ils mangent des protéines. Tout à fait. Et des bons gras. Mais il faudra quand même leur conseiller de manger ça parce qu'ils vont en sécréter quand même plus que s'ils mangent des carbs. Okay. Les carbs, ça sera quasiment rien. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, si je me fais une grosse assiette de pâtes, ça va me mais caler. Ça, c'est vraiment une croyance. Hein. Ouais. Combien de fois j'ai entendu ça? Mais moi, pour tenir, il faut que je mange une bonne assiette de pâtes. Mais en fait, pas du tout. C'est ce qui va vous faire une hyper puis une hypo, le coup de pompe, envie d'aller faire la sieste. Donc, non, ça, c'est vraiment une croyance populaire contre laquelle il faut lutter. Si vous voulez avoir une satiété qui dure longtemps, il faut manger des protéines et du gras pour avoir vraiment cet effet satiétogène, une glycémie qui reste bien stable. C'est ça qu'il faut privilégier. Et à poids égal et à masse musculaire égale, disons. Et j'ai avec quelqu'un, mon jumeau. Okay. Et on mange la même chose. Enfin, peut-être pas mon jumeau du coup, mais quelqu'un qui a la même masse corporelle que moi. On mange tous les deux une assiette d'œufs. Est-ce qu'il y en a un qui va produire plus de GLP-1 que l'autre? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui font qu'on va avoir une meilleure ou une moins bonne sécrétion? Normalement, si vous mangez exactement les mêmes aliments, vous devriez avoir la même sécrétion. Après, tu le sais, on a quand même ce GLP-1 qui est sécrété au niveau des cellules L intestinales. Et bien entendu, il y a des facteurs au niveau intestinal qui peuvent impacter la sécrétion de GLP-1. Il commence à avoir des travaux là-dessus, notamment notre capacité à sécréter des acides biliaires, notre capacité à sécréter du N-butyrate. Donc, effectivement, on pourrait avoir quelqu'un qui, de l'extérieur, il est comme toi, mais par contre, peut-être qu'il a très peu de bactéries qui produisent des acides gras à chaîne courte, donc il n'a pas beaucoup d'N-butyrate, qui est donc un postbiotique. Et donc, ce N-butyrate, lui, a les capacités, il y a quelques études qui montrent que ce N-butyrate a les capacités d'optimiser la sécrétion de GLP-1 en stimulant les cellules L. Donc, potentiellement, on pourrait regarder sur un microbiote, en métagénomique, RNCSS, et voir qu'il y a peu de fécalies, roséburia, butyrivibrio, peu de ces bactéries qui ont cette capacité de produire du N-butyrate. Et pareil, s'il y a un déséquilibre au niveau des acides biliaires, les acides biliaires ont aussi cette capacité de stimuler la sécrétion de GLP-1. Oui, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu hors antenne. Je me demandais, aujourd'hui, ça en est où sur le microbiote? Et c'est vrai que j'ai vu passer hier une étude qui disait j'ai vu ça hier un post sur LinkedIn. Donc, c'était entre le moment où on en avait parlé initialement et aujourd'hui. Une couverture, le microbiote devrait remplacer le GLP-1. Puis je voyais des commentaires en dessous qui disaient, mais attention, c'est quand même plus une action indirecte. Et c'est ça dont on parlait tout à l'heure, qu'il y a vraiment cette action indirecte que le microbiote, l'état du microbiote peut avoir sur la façon dont on va sécréter. Donc j'imagine une personne qui prend des analogues et une personne qui ne prend pas des analogues. Donc que ce soit quelqu'un qui n'est pas en train de prendre des analogues, qui se dit, quels sont les mécanismes sur lesquels je peux jouer? Il y en a plein quand on touche au métabolisme de manière générale, et je crois qu'on en a pas mal parlé dans l'autre épisode. Il y a aussi l'état du microbiote, on commence à s'en rendre compte. Et
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en est un petit peu arrivé là? Parce qu'à l'époque, j'imagine qu'on produisait tous du GLP-1. Enfin, on n'avait pas besoin de ces analogues. Qu'est-ce qui... Ce qui s'est passé, c'est qu'on a complètement changé notre modèle alimentaire et notre façon de vivre. Ce qui fait, comme je le disais tout à l'heure, on fait face à une épidémie de surpoids et d'obésité. Et que donc c'est un contexte où on sécrète moins de GLP-1. Donc c'est un véritable cercle vicieux. J'ai moins de GLP-1, donc je ressens moins la satiété quand je mange des glucides. Et le problème aujourd'hui, que c'est tous les recommandations officielles, c'est de consommer au moins 60% de nos apports en glucides. Donc du coup, je vais manger ces glucides qui vont me faire sécréter de l'insuline, moins de GLP-1. Du coup, j'ai encore faim et je remange des glucides. Donc c'est un véritable cercle vicieux. Donc l'objectif, je pense qu'aujourd'hui, c'est de revenir à un modèle alimentaire pro-santé métabolique où on ne laisse pas autant de place aux glucides chez le sujet métabolique. Je ne parle pas du sportif de haut niveau qui fait 2 heures de sport par jour, qui est hyper mince et qui peut consommer ses glucides. Ça pose pas de problème. Là, je parle vraiment des personnes en surpoids obésité avec insulinorésistance qui ont une sécrétion endogène de GLP-1 qui est affaiblie. Oui, il va vraiment falloir retravailler l'assiette. C'est vraiment essentiel. Ouais, j'imagine aussi, on en a un peu parlé dans l'épisode précédent, l'impact de l'inflammation. Aussi, que ce soit au niveau de ton microbiote ou que ce soit aussi au niveau de ta production de l'insuline, c'est un gros c'est un pilier essentiel. C'est un sujet essentiel. L'obésité, c'est une maladie inflammatoire. Il faut vraiment concevoir qu'un individu qui est en surpoids, en obésité, qui a un excès de masse grasse, d'adipocytes, le tissu adipeux, c'est pas un tissu inerte, c'est un tissu, c'est une glande endocrine. Et plus on va avoir des adipocytes qui vont être hyper... Ah ouais, ça c'est une notion qui est intéressante qu'on peut aborder. En fait, plus on va avoir des adipocytes qui vont être hypertrophiés, donc de gros adipocytes, plus ils vont être pro-inflammatoires, plus ils vont sécréter des cytokines pro-inflammatoires et plus ça va entretenir cette inflammation pro-maladie cardio-métabolique. Et alors, il faut savoir que les analogues GLP-1 et notamment le GIP, ils ont la capacité, c'est surtout le GIP, pas dire de bêtises, une des caractéristiques, c'est que on développe de nouveaux adipocytes. Donc en fait, on va se retrouver on va faire de l'hyperplasie au lieu de faire de l'hypertrophie. Donc on va avoir plein de petits adipocytes, donc plus d'adipocytes mais plus petits. Ce qui semble intéressant, parce que si mes adipocytes sont petits, pour revenir à la notion d'inflammation, il y a moins d'inflammation. Ok ? Donc c'est aussi un des mécanismes par lesquels on réverse l'inflammation et on réverse du coup l'insulinorésistance, que l'inflammation et l'insulinorésistance sont liées. Donc, ces médicaments permettent d'avoir certes plus d'adipocytes, ça peut paraître contre-intuitif, mais comme ils sont plus petits, c'est mieux, parce qu'ils sont plus insulinosensibles et moins inflammatoires. Ok ? Mais là, encore une fois, le problème, quand j'arrête mon traitement, je me retrouve avec plein de petits adipocytes. Certes, ils n'étaient pas inflammatoires, ok, mais qu'est-ce qui va se passer ? Je vais recommencer à manger comme avant. Et du coup, j'ai plein de petits adipocytes qui sont prêts à se re-remplir. Et donc, j'aurai du coup plus de masse grasse au final, puisque j'aurai plein de petits adipocytes qui vont s'hypertrophier, puisque je vais recommencer à manger comme avant. Et en plus, je perds de la masse musculaire. Donc, c'est la catastrophe. Donc, je peux paraître sur la balance plus mince, peser moins lourd, mais en fait, je suis plus gras et je suis métaboliquement moins sain. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes probablement en recherche active de solutions pour votre santé. Et je veux prendre un moment ici pour vous expliquer Simp, qui est à l'origine de ce podcast. Simp, c'est une plateforme qui vous permet de réaliser certaines analyses depuis chez vous, comme l'analyse du microbiote par exemple, de la candidose, des neurotransmetteurs, du profil du cortisol, pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans votre corps et l'impact que cela peut avoir sur de nombreux facteurs de votre santé, notamment le poids, les douleurs digestives, votre métabolisme. Donc, si cela vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous. Ce sont des analyses faciles à réaliser depuis chez vous et surtout où vous recevrez un rapport interprété avec des actions concrètes à mener sur votre biologie. Donc, c'est symp.fr et on vous met le lien en description. Bonne écoute. C'était une des questions que j'avais pour après. D'où vient un petit peu ce rebond parce que voilà, c'est un peu une de mes dernières questions qui allait dire on perd du poids et puis généralement les personnes se plaignent d'en reprendre. Un peu d'où est-ce que ça vient ce rebond? Je pense que là on l'a plus ou moins couvert. Oui, je pense que tu voulais rajouter quelque chose. On est d'accord, c'est souvent l'arrêt du traitement parce qu'encore une fois les effets sont dose dépendante. J'arrête mon traitement, j'ai plus d'effet. Si j'ai pas mis en place une stratégie, mais en fait c'est un petit peu comme les chirurgies bariatriques. On les voit, ces patients, on a beaucoup plus de recul, donc les patients, on les voit revenir 2-3 ans après, ils ont repris tout leur poids parce qu'il n'y avait pas de prise en charge pluridisciplinaire. On n'a pas pris en charge la cause profonde. Est-ce que c'était de l'alimentation émotionnelle? Qu'est-ce qui se passait? On n'a pas réglé réellement la cause du problème. Voilà, c'est pareil.
si je règle pas la cause, je ne m'injecte plus d'analogue GLP-1, je vais recommencer à faire ce que je faisais avant. Donc, je vais reprendre du poids. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est importante. Et puis, il y a aussi quelques études, encore une fois, qui mettent en avant qu'il y aurait cette accoutumance et vraiment des effets qui diminuent, notamment aux alentours des 2 ans, où les gens se retrouvent avec la double peine. Donc, ils ont les effets indésirables, mais ils n'ont plus les effets de perte de poids et de satiété. Donc, ça, c'est quand même quelque chose auquel il faut qu'on réfléchisse. Et surtout, je ne dis pas que je suis pour ou contre les analogues GLP-1. Je pense que c'est des super outils s'ils sont utilisés correctement, bien encadrés, avec la juste dose. Voilà, trouver la dose minimale efficace sur peut-être un parcours de 3, 4, 5, 6 mois avec une rééducation, avec les bons aliments dans l'assiette. Parce que concrètement, pourquoi on perd du poids ? Parce qu'on n'a plus faim, on mange plus rien. C'est pas comme ça qu'on perd du poids sainement. Donc l'idée, c'est peut-être de trouver la juste dose pour se dire, ok, j'ai plus le food noise, j'ai plus les sweet cravings, c'est plus facile pour moi de tenir les recommandations et j'apprends à remettre des protéines dans l'assiette, à mettre du gras de bonne qualité, à bien manger. Et puis surtout à préserver ma masse musculaire, donc à faire de l'entraînement. S'il n'y a pas d'entraînement physique de résistance, c'est une catastrophe. On va parler des solutions juste après. Juste une dernière question pour toi, pour comprendre un petit peu tous les différents mécanismes. J'avais lu aussi qu'il y avait un lien un petit peu de ce système de récompense. Ouais, oui, tout à fait. Système au niveau central, en fait. C'est exactement ça, ouais. Et d'où un effet indésirable important qui a été mis en avant dans certains papiers sur la santé mentale, avec une augmentation de la dépression, de l'anxiété, des comportements suicidaires. Donc, dans une population en obésité qui est déjà fragile en général, psychologiquement parlant. Donc, c'est quand même assez inquiétant. Et alors là, ce sont juste des hypothèses, mais effectivement, on part du principe. Les hypothèses mécanistiques, c'est que en coupant, en court-circuitant le système de récompense et voilà le fait de prendre du plaisir à manger, notamment, on aurait aussi une inhibition de toutes les autres sphères où on prend du plaisir. On parle d'anédonie. C'est-à-dire, j'ai plus de plaisir à manger, donc je mange plus, puisque ça m'a complètement coupé ce circuit de récompense face aux glucides. Mais par exemple, j'aimais peut-être faire telle ou telle activité, mais en fait, je prends plus de plaisir à rien. Ce sont des hypothèses mécanistiques. Et ça, justement, là, tu vas me dire, ce sont des hypothèses, c'est peut-être un truc où tu sais pas encore, et c'est pas grave, mais ça coupe le circuit de la récompense ou... Est-ce que ça a un effet direct sur le circuit de la récompense ou est-ce que c'est uniquement en fait on n'a pas faim et donc du coup on n'a pas envie de manger, on n'en prend pas, on n'a pas faim parce qu'effectivement déjà ça exacerbe les signaux de satiété, donc effectivement on n'a pas faim, mais on a aussi un impact directement sur le plaisir qu'on a à manger. Et donc les hypothèses, c'est que ça pourrait s'étendre à toutes les autres sphères de notre vie, avec une anédonie qu'on retrouve dans la dépression. Oui, parce qu'on dit quand l'appétit va, tout va. Là, c'est exactement ça. mais du coup, la GLP-1, enfin le GLP-1 que l'on produit de manière naturelle, physiologique et pulsée, ça n'a rien à voir. Il n'a pas. Mais non, c'est impossible. Donc, c'est vraiment les analogues qui en fait ont aussi un effet indésirable. Des doses picomolaires avec une demi-vie de 1 à 2 minutes uniquement quand je mange, et des milligrammes, plusieurs milligrammes, voire dizaines de milligrammes avec une demi-vie de 7 jours, ça n'a rien à voir. On est dans 2 univers différents. Donc, on va se servir. C'est intéressant, mais peut-être qu'il faut rabaisser un petit peu le curseur. Peut-être qu'on est allé un peu trop loin. Et du coup, comment est-ce qu'on fait ? Ici, justement, on arrivait en entrant, parce qu'on est dans les bureaux ici d'un startup studio. Et hier, justement, j'ai discuté avec le fondateur qui me disait on a une startup qui fait ça, qui s'appelle Annette, qui eux, ils accompagnent. Je sais pas en dire beaucoup plus sur ce qu'ils font, mais je sais qu'en tout cas, leur promesse, c'est un accompagnement. Je pense qu'ils mettent en contact avec des diététiciens et autres. Alors, c'est quoi les grandes, c'est les guidelines ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, là, je disais ça comme ça parce que je trouvais ça intéressant par hasard qu'il y avait. Tu me mettras en relation avec eux. Voilà, je te mettrai en relation avec eux s'ils nous écoutent. Je les connais même pas, donc c'est absolument pas sponsorisé. Je serais ravie de vous rencontrer. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis en surpoids, en obésité. On m'a parlé du GLP-1 où j'en prends déjà, mais en effet, je commence à m'interroger sur les effets secondaires et je sais pas trop vers où je vais. Comment est-ce que ça se finit un peu cette Alors, je pense qu'il faut déjà essayer sans analogue GLP-1. On peut essayer sans analogue GLP-1 tout dépend le contexte clinique, en obésité morbide ou voilà, on est d'accord, un simple surpoids, obésité, bon déjà de toute façon c'est IMC 30, on va dire quelqu'un qui est en obésité, on
on peut faire un état des lieux et se dire, OK, est-ce qu'on peut mettre en place un modèle alimentaire qui va lui permettre de retrouver naturellement sa sécrétion endogène de GLP-1 en reconstruisant ses assiettes, en priorisant les protéines, au moins 1,5 g par kilo de poids par jour, en mettant des bons lipides, en mettant suffisamment de fibres. Voilà. Est-ce qu'on arrive à recréer un modèle alimentaire avec des repas peut-être toutes les 4 heures pour lui permettre d'avoir cette satiété et voir comment ça se passe. Si la personne, elle vous dit, mais moi j'ai essayé tous les régimes du monde, j'ai vraiment cette hyperphagie, ces compulsions sucrées irrépressibles, je pense à manger tout le temps, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. Effectivement, elle peut en parler à son médecin, voir un endocrinologue et envisager de mettre en place cette stratégie en ayant conscience des conséquences, des effets indésirables, de qu'est-ce qui va se passer après, au bout de 2 ans, est-ce que je vais devoir le prendre à vie ? Et peut-être d'en discuter avec son médecin et de déterminer justement cette petite dose minimale efficace au lieu d'aller crescendo. En fait, les protocoles, ça va crescendo. On augmente les doses en fonction du traitement Ozempic, Wegovy. Là, si on parle de l'obésité, c'est Wegovy. On va augmenter les doses au bout de quelques semaines. À chaque fois, on va augmenter les doses. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement éviter d'augmenter les doses pour arriver à la dose maximale et peut-être s'arrêter en cours ? Ça discuter avec le médecin, bien entendu, avec son clinicien, de trouver cette dose qui me permet, je sais comment je me sens dans mon corps. Donc, cette dose qui me permet juste d'être plus calme psychiquement et de ne pas être en starvation mode, de ne pas être je suis comme ça, je ne peux plus rien manger. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est juste de calmer l'esprit, calmer l'alimentation émotionnelle et on est capable de le faire si on trouve une dose plus faible qui sera différente selon les personnes. Et ce qui va permettre à la personne qui s'occupe de la partie assiette de travailler beaucoup plus sereinement et beaucoup plus efficacement sur le modèle alimentaire qu'on va mettre en place. Oui, parce que si tu as quelqu'un qui vient chez toi en disant en fait, moi, je peux juste rien manger. Est-ce qu'on va pouvoir leur apporter les protéines qu'il faut ? Non. Donc, il faut vraiment trouver, je pense, vraiment cette dose minimale efficace et ensuite retravailler sur l'assiette avec les mêmes recommandations que celles qu'on fait finalement pour avoir un modèle qui permette à l'insuline de ne pas être trop haute et qui permettent au GLP-1, et comme par hasard, on est bien foutu. Ce qui permet de ne pas faire monter l'insuline, mais de faire monter le GLP-1, c'est les mêmes aliments. Hein, donc, on est d'accord ? Protéines, gras. C'est ça. Mais donc là, pareil, dans ta prise, plus, donc quand tu démarres ton protocole GLP-1, plus tu vas adapter ton assiette en conséquence, moins tu vas devoir monter haut dans les doses. Logiquement, oui. Logique, fin. Mais après, les protocoles sont très standardisés. Hein. Les protocoles sont très standardisés. Donc, ça, c'est vraiment, encore une fois, à discuter avec son médecin, avec son clinicien. Mais peut-être, d'essayer de trouver le juste milieu et de ne pas aller à des doses qui, encore une fois, entraînent de tels effets indésirables que de toute façon, on ne mange plus rien. Notre objectif, c'est pas de plus rien manger. On ne va pas plus rien manger toute sa vie. C'est pas... C'est un marathon, ce qu'on met en place. C'est toute sa vie qu'il va falloir travailler son modèle alimentaire. Donc, essayons de trouver un juste milieu. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus raisonnable et surtout d'imposer de l'activité physique de résistance parce que là, sinon, la masse musculaire, ça va être tellement difficile d'en reprendre après. Pour l'activité physique, je crois que c'est un bon point. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent ça va être le moment, je vais me remettre en place, je vais me remettre en forme en parallèle. Je pense que ça donne beaucoup d'espoir quand on démarre un traitement GLP-1. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'échecs aussi face au sport. Cette envie de reprendre en se disant que tout va aller, mais je pense que si tu as cette perte de motivation dont on parlait, ça peut être comment est-ce que tu retrouves ta motivation dans ton sport ? Est-ce qu'il y a un petit peu une discussion qui se passe dans le métabolique ? Il y a quand même peu de suivi sur cette composante activité physique. Et je pense que là, c'est vraiment important de travailler justement en pluridisciplinaire et que chaque personne qui est sous analogue GLP-1, GIP, dual agoniste, voire même triagoniste, soit suivie par un coach sportif. Et là, encore une fois, l'idée du grand public sur la perte de poids, c'est pas aller faire de la musculation, c'est aller marcher sur un tapis pendant des heures et des heures. Je dis pas qu'il faut pas faire de l'endurance zone 2, il faut en faire. Mais là, ce qui nous intéresse le plus pour, encore une fois, pallier, un petit peu limiter, ralentir les effets indésirables des analogues GLP-1, c'est renforcer, travailler sa force musculaire. Donc, ça va pas être d'aller marcher sur un tapis, ça va être d'aller faire... Surtout que tu risques juste de te blesser si tu perds en masse musculaire. Et puis, ça n'a pas de sens parce que l'endurance zone 2 va avoir un impact sur nos mitochondries, ce qui est intéressant. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de stimuler la synthèse de protéines musculaires qui est mise à mal parce que justement, on a un net déficit.
c'est des régimes plus qu'hypocaloriques au début si c'est trop dosé. Donc, il n'y a pas d'apport nutritionnel. Donc, il faut aller et on peut commencer au poids du corps, on peut faire avec des élastiques. Et puis, le but, c'est d'avoir une charge, une contrainte progressive. Et ça, il faut s'encadrer. Et il faut être accompagné. Si on ne sait pas faire, il faut prendre un coach sportif et au moins faire 3 séances par semaine de renforcement musculaire. Et j'ai pas faim, je priorise les protéines dans l'assiette. Ok, je vais peut-être pas manger, mais je mange au moins mes protéines. Je pense que c'est les 2 points essentiels pour moi. S'assurer d'avoir suffisamment de protéines dans l'assiette, avoir au moins 3 séances de renforcement musculaire par semaine et discuter avec son médecin de trouver cette dose minimale efficace qui permet au moins d'éteindre ce brouhaha mental sur l'alimentation. Je pense qu'on est pas mal si déjà on fait ça. C'est déjà pas mal. Et non, c'est super intéressant. C'est vrai que c'est des choses où il y a énormément de bruit. Parlant de brouhaha alimentaire, mais il y a énormément de bruit autour du GLP-1 de manière générale. Donc, c'est chouette de. Surtout, et les pour, les contre, en fait, c'est pas être pour ou contre. C'est OK, il faut le dire, c'est efficace. Mais c'est efficace comment? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'on fait après? Après, il faut reconnaître, je pense qu'il y a une véritable pression du grand public, des patients auprès également des médecins. Ouais. Voilà, tout le monde en parle, toutes les stars américaines à Los Angeles, tout le monde est sous GLP-1. Donc, forcément, il y a une demande. Je pense qu'il y a aussi forcément des médecins qui sont convaincus de l'efficacité. L'efficacité, elle est là, on ne peut pas la nier. Elle est là, mais maintenant, il faut aussi reconnaître les effets indésirables. Il faut penser long terme parce qu'encore une fois, au bout de 2 ans, on fait quoi? On continue, on arrête? Comment on les accompagne? Une personne qui est en surpoids-obésité, elle est en surpoids-obésité toute sa vie, en fait. Ça, c'est une prise en charge jusqu'à son dernier souffle. Donc, comment on va faire après? Donc, c'est vraiment cette prise en charge globale qui me semble être essentielle. Mais ça peut être un bon coup de pouce. Ouais. C'est une question à microdose. Ouais. GLP-1 microdose, est-ce que c'est intéressant? Bien sûr, on prenait tous du GLP-1 microdose. Est-ce que ça aurait un effet intéressant? Moi, en tout cas, je pense, et encore une fois, le dosage est à trouver pour chaque personne, la médecine de la personnalisation. Quelle est la dose qui, toi, te permet d'être plus tranquille au niveau mental? Donc, si on prend le Wegovy, je sais pas, est-ce que ça peut être 1 mg, 2,5 mg, 5 mg? À tester et à voir chez la personne comment elle se sent, en sachant, tu sais que j'ai vu un papier sortir il n'y a pas longtemps sur le fait que, en fait, il y a une très grande hétérogénéité sur les résultats des analogues GLP-1. Parce qu'on te dit, oui, la perte de poids, c'est en moyenne 15 à 25%, mais il y a des gens, c'est moins de 10%, et il y a des gens, c'est 25%. Oui, 10% sur 150 kilos et 10% sur 60 kilos. Exactement. Et en fait, cette grande hétérogénéité des résultats, elle serait notamment due à des polymorphies génétiques sur le récepteur du GLP-1. Et que donc, tu sais que toi et moi, on n'a pas du tout on a des polymorphies génétiques qui font qu'on est différents. Et que donc, en fonction de ce polymorphie génétique, on peut avoir tout le GLP-1 qu'on veut. Si le récepteur, il y a un polymorphie génétique, ça fonctionne moins bien. D'où des personnes qui sont sous analogue GLP-1 qui ne perdent pas de poids. C'est pas parce qu'ils font pas bien, c'est juste parce qu'il y a un polymorphie génétique sur le récepteur. Et en plus, ils ont plus d'effets indésirables. Donc, double peine. Et est-ce qu'aujourd'hui, en France, on dose le polymorphie génétique des récepteurs du GLP-1? Non, et on donne à tout le monde. Voilà, donc aux États-Unis, je sais qu'il y a des laboratoires qui font l'étude du polymorphisme génétique du récepteur GLP-1. Donc ça fait partie de la médecine de précision comme moi, j'aime l'envisager. Super. Et dernière question, la personne qui veut perdre 5 kilos avant l'été... Alors, le médecin qui lui prescrit un analogue GLP-1, là, quand même, ouais, non. Je pense que si on veut perdre 5 kilos avant l'été, déjà, est-ce qu'on a les 5 kilos à perdre? Moi, c'est souvent ça que je dis aux patients. Est-ce que vous pensez que vous avez vraiment besoin de les perdre ou pas? Parce que c'est toujours pareil, il y a cette notion. Moi, je m'occupe que de personnes qui ont un trouble métabolique et qui ont donc besoin de perdre du poids pour leur santé. Les personnes qui vont s'adresser à moi et qui veulent perdre 5 kilos avant d'aller à la plage, donc là, c'est plutôt perdre 5 kilos pour l'esthétisme. Moi, c'est pas de mon ressort. Je les adresse à un coach sportif, à une diète qui fait quelque chose de plus classique. Parce que forcément, si j'ai pas de poids à perdre pour ma santé, mais que je veux perdre du poids pour l'esthétisme, donc jouer vraiment un peu artificiellement sur mon body fat, j'aurais pas trop le choix quand même. J'aurais besoin de jouer sur un déficit calorique. Et là, encore une fois, c'est plutôt une approche nutritionnelle classique avec régime hypocalorique et donc approche plutôt coach sportif, diététicien. Mais je dirais, ça marche. Mais là aussi, on peut parler d'effet rebond. Toute prise de contrôle peut entraîner une perte de contrôle. Donc, à quel prix? Est-ce que vous êtes
vous êtes prêt ou prête à payer le prix de ce régime hypocalorique pour rentrer dans votre maillot de bain pour cet été. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'il n'y aura pas un gros effet rebond avec une perte de contrôle et finalement, l'été prochain, vous aurez 7 kilos à perdre au lieu de 5? C'est souvent comme ça quand on regarde les histoires. C'est au début, j'avais que 2-3 kilos qui m'embêtaient. Et puis, j'ai fait un premier régime et puis un deuxième. Et puis, au bout de 10 ans, maintenant, j'ai 15 kilos à perdre. Et j'étais pas si mal finalement avec ces 2-3 kilos en trop. C'est souvent dans les histoires dans les régimes hypocaloriques aussi. C'est souvent ces histoires-là qu'on a. Donc, moi, je suis pas contre. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai ce type de demande, la réponse, elle est claire. Vous n'avez pas besoin de perdre 5 kilos pour votre santé. Votre demande, elle est légitime, mais c'est pas moi qui vais m'en occuper. Et prenez conscience ça va marcher, le régime hypocalorique, mais prenez conscience de ce qui peut se passer derrière. Maigrir à tout prix. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Écrire un livre, maigrir à tout prix. Écoute, Anne-Lucas, merci beaucoup. En tout cas, je crois que c'était très instructif. Ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a encore beaucoup trop qui nous regardent de manière continue, mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, abonnez-vous, likez l'épisode, partagez-le à quelqu'un qui pourra en bénéficier de son contenu. Et si vous êtes professionnel de santé, du coup, je vous invite à regarder... on mettra un petit lien, on mettra un petit lien vers le French Metabolic Initiative, que je trouve une initiative super, parce qu'en effet, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. On a évidemment du retard sur les États-Unis. Pas que les États-Unis ont tout compris, surtout en ces temps-ci. Mais à ce niveau-là, en tout cas, c'est sûr qu'il y a du progrès à faire. Donc, c'est génial que tu prennes les devants avec cette initiative. Avec la première étape, la grosse étape qui est le sommet. Le sommet en mars 2027. On aura quand même la première promotion de l'académie en septembre. Donc, c'est réservé aux pros de santé. Tu as bien fait de le dire à la French Metabolic Initiative, c'est vraiment s'adresse aux pros de santé. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, c'est pour mieux vous prendre en charge. Donc, on vous oublie pas. Donc, première rentrée, première promo en septembre pour notre académie, une formation de 6 mois. Et le gros événement, on espère que vous serez nombreux à venir, ça sera fin mars, le congrès à Paris. On mettra le lien en description. Et tu as aussi la micronutrition 2.0. Oui, on peut me retrouver... Est-ce que ça se fusionne ou peut-être que tu peux encore communiquer là-dessus? Non, ça se fusionne pas. Donc, effectivement, moi, je crée du contenu gratuit, on peut dire, sur les réseaux sociaux. La micronutrition 2.0, ça, on le garde parce que j'aime bien. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Et donc, les formations privées du CCM3P, on les garde aussi. C'est juste qu'on n'aura plus de nouvelles formations qui sortiront. On en a une dizaine, elles sont là. Voilà, donc les deux vont cohabiter, on va dire. Super. Écoute, merci en tout cas d'être venu ici sur le podcast pour la deuxième fois. Et je reviendrai avec plaisir pour parler des peptides si tu veux. Voilà, on parlera des peptides avec un angle longévité, le danger des peptides. Super. Déjà le titre. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.